Bonsoir et bienvenue dans le JT de la CAN, deuxième jour de compétition. 3 matchs ce dimanche et on reviendra bien sûr sur la victoire du pays hôte, la Côte d'Ivoire hier soir face à la Guinée-Bissau. Avec moi ce soir Hervé Kouammo. Bonsoir Hervé et François Pinet. Merci à vous d'être ici un dimanche soir. Si cette 34e édition, messieurs, est à l'image de ce qui s'est passé ce dimanche, on va être gâtés dans cette Coupe d'Afrique des Nations. On va commencer tout de suite par la première surprise de cette journée. L'Égypte qu'on présente comme l'un des postulants au titre tenu en échec par le Mozambique, 111e nation mondiale, les Mozambicains qui ont même cru à l'exploit et à leur première victoire en phase finale jusqu'au temps additionnel, et ce pénalty sifflé contre eux est marqué par la star Mohamed Salah. Score final 2-2, cruel pour le Mozambique. Hervé, pénalty ou pas sur cette action? Pour moi, il y a pénalty, ça fait aucun doute parce que le Mohamed est déséquilibré par le tacle. Effectivement, à première, sans ça a été checké par là. Oui, sans la VAR, je l'aurais pas vu, mais oui, évidemment, il y a faute. Après, c'est vrai que le Mozambique peut avoir des regrets parce que c'est dans les arrêts de jeu, mais l'Égypte aurait dû largement mener beaucoup plus en première mi-temps. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Messieurs, que l'Égypte elle avait la main sur ce match complètement en première période. Peut-être un peu trop, justement. Oui. Peut-être qu'ils se sont un peu reposés en deuxième période. Ils se sont fait surprendre par une bonne équipe quand même du Mozambique, qui a quand même su être totalement efficace avec 2 tirs et 2 buts. Donc finalement, 2 très jolis buts d'ailleurs, il faut le préciser, que ça soit dans la construction, dans la finition. Et c'est vrai que l'Égypte, à l'image d'ailleurs de Salah, que j'ai trouvé plutôt bon en première période, et puis ensuite qui s'est un petit peu éteint. Je trouve peut-être qu'elle s'est sentie peut-être supérieure à cette équipe du Mozambique. Elle n'a pas su appuyer quand il le fallait, et donc ils n'ont pas su marquer ce deuxième but qui les aurait peut-être libérés. Elneny aussi, moins de rendement en deuxième période, alors qu'il avait vraiment la main sur la rencontre. Il est sorti, mais il faut se reconnaître que l'équipe du Mozambique a fait forte impression avec une belle utilisation des côtés, vraiment avec les 2 latéraux qui offraient des solutions, les couloirs étaient très bien utilisés, et une fois qu'ils avaient écarté, ils savaient rentrer parce que ils ont effectivement cadré que 2 tirs, mais ils ont eu 1 ou 2 occasions qui auraient pu faire également un autre but. Il y était dans le stade, Cédric Ferreira, vous êtes en direct depuis Abidjan. Cédric, merci de nous rejoindre. Vous qui étiez au stade, on imagine très attentif évidemment à la prestation de Mohamed Salah. Votre regard justement sur le match du joueur de Liverpool? Eh bien, le bilan statistique pour Mohamed Salah est excellent. Un but, une passe décisive. Après, sur le terrain, c'est vrai que c'est beaucoup plus nuancé. Sa passe décisive, c'est après une frappe ratée qui a atterri miraculeusement dans les pieds de son coéquipier, Mostafa Mohamed. Le but, c'était un penalty au bout du temps additionnel. On a quand même la sensation que les Coupes d'Afrique des Nations se suivent et se ressemblent pour Mohamed Salah, où on ne se sent pas toujours bien synchronisé avec ses coéquipiers. Il y a un peu lui et les autres. Alors, il est tout le temps cherché, c'est vrai. Mais du coup, une fois qu'il a le ballon, il est tout de suite pris en étau par les défenses adverses. Les solutions proposées par ses coéquipiers égyptiens ne sont pas toujours évidentes. Pourtant, il y avait eu des espoirs en première période. C'est vrai qu'il y avait un temps fort de l'Égypte, où l'Égypte qui dominait quand même vraiment cette équipe du Mozambique, où Mohamed Salah avait lancé plusieurs fois avec des gestes de grande classe ses coéquipiers en profondeur, mais ensuite ça a un peu patiné à l'image de l'équipe. Il a un peu disparu de la circulation, Mohamed Salah. Alors c'est vrai qu'on est exigeant avec lui, on s'attend toujours à le voir au même niveau qu'avec Liverpool, mais le contexte ici est différent, et donc ça nous laisse un peu sur notre faim cette prestation. On sent encore que l'équipe d'Égypte est en rodage, et il faudra bien sûr juger Mohamed Salah sur l'ensemble du premier tour. Mais ça commence mieux pour l'Égypte que lors de la dernière édition, puisqu'ils avaient été battus par le Nigeria dans le choc du premier tour au Cameroun. Cédric, vous restez avec nous. Vous avez donc assisté à cette rencontre. On imagine qu'en tribune de presse, on y a cru quand même à cette première sensation, la victoire du Mozambique improbable. Les journalistes venus du Mozambique, en tout cas à mes côtés, étaient fous de joie, ils n'en croyaient pas leurs yeux. C'est vrai que le Mozambique, il faut rappeler le contexte, ils n'ont plus participé à la Coupe d'Afrique des Nations depuis 2010. Sur le papier, les Mambas sont l'équipe la plus faible du groupe, alors quand on les a vus retourner le scénario de cette rencontre, c'est vrai que c'était un peu irréel, notamment par Clécio Baoké, le joueur qui a marqué le 2e but du Mozambique. Pour vous donner une idée du niveau d'écart entre les 2 équipes, Clécio Baoké, c'est un joueur qui évolue chez la Lanterne rouge du championnat d'Azerbaïdjan, et pourtant il est passé tout proche d'être le héros d'une nation, puisque le Mozambique n'a jamais gagné un match dans son histoire en Coupe d'Afrique des Nations. Ils sont passés tout proche de cet exploit. Alors forcément c'est quand même un point précieux, puisque le Mozambique croit maintenant en ses chances en qualification, puisqu'on rappelle le règlement, 4 des meilleurs 3e de la phase de groupe seront qualifiés
en 8e de finale. Mais d'un autre côté, il y a quand même un peu de frustration pour être passé tout proche d'un exploit. Je vous propose d'écouter d'ailleurs la réaction de quelques-uns de ces joueurs du Mozambique qu'on a rencontrés en conférence de presse d'après-match. Ici en Afrique, il n'y a plus de complexe d'infériorité, donc il faut toujours y croire. C'est ce qu'on a fait en jouant en transition. On savait qu'en défense, l'Égypte peut être un peu lente. Le sélectionneur a fait des remplacements qui nous ont apporté du sang neuf. On a perdu 2 points, c'est tout ce que je peux dire. On a fait un super match, mais ce but qu'on a pris sur pénalty à la fin nous laisse un goût amer. Mais on est sur le bon chemin. Il faut continuer de travailler pour les prochains matchs. Merci Cédric, vous étiez donc en direct depuis Abidjan. On entendait toujours tout de suite ce joueur mozambicain, Mandava, qui disait qu'il n'y avait plus de complexe d'infériorité parmi les équipes africaines. Il n'y a plus de petits, il n'y a plus de grands. Et ce ne sont pas les joueurs capverdiens qui vont le contredire ce soir, qui se sont imposés face aux Black Stars ghanéennes, quadruple vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations. 2-1, donc victoire du Cap-Vert ce soir. Totalement mérité. Totalement mérité. Oui, c'est vrai que finalement, on parle du Ghana en tant que quadruple vainqueur de la CAN, mais ça fait quand même depuis 82. Et puis là, ils sont vraiment dans une période difficile. Ça se voit quand même qu'ils ont du mal à renouveler les cadres. Et aujourd'hui, ils ont eu un match, c'était soporifique. Franchement, n'eût été Euphorie, le gardien, pour une fois. Allez, j'ai le bon nom. C'est vrai que sans Euphorie, sans Djikou aussi, qui était plutôt bon. Finalement, ils peuvent prendre plusieurs buts et être battus largement avant ces minutes additionnelles. Non, mais il faut souligner effectivement la performance du Cap-Vert. Moi, sur toutes les équipes qu'on a vues là depuis le début, ça vient tout juste de commencer, mais c'est celle qui m'a le plus impressionné. Alors, c'est pas une surprise, c'est vrai, parce qu'ils étaient 8e de finalistes lors de la dernière compétition. Ils ont fait des bonnes performances déjà. Ils sont sur une bonne dynamique. En plus, ces joueurs se connaissent, c'est le même coach. Donc, c'est vrai que c'est une équipe qui se connaît bien et ça se sent dans le jeu. Je trouve que c'est une équipe qui a maîtrisé vraiment son sujet. Alors, elle s'est fait quelques petites frayeurs quand même, parce qu'elle aurait pu marquer plus de buts en étant plus efficace devant. Mais sinon, ce sont des joueurs quand même habiles techniquement, qui maîtrisent aussi... très habiles techniquement. Physique aussi. Physique, oui. Et qui ont... Ça se voit, il y a un vrai jeu collectif, c'est vraiment pensé. C'est souvent un jeu direct, rapidement vers l'avant. Et donc... Toujours à jouer sur cette pointe haute qui va rapidement vers l'axe et ensuite derrière ils ont un bloc compact. C'est vrai qu'ils jouent un peu haut, donc c'est bien qu'ils prennent quelques risques. Regardez, il y a 600 000 habitants au Cap-Vert, donc c'est quand même... Oui, c'est tout petit, mais bon. C'est quand même une... il y a 600 000 habitants au Cap-Vert, mais il y a une petite diaspora. Il y a une diaspora, bien évidemment. Certains joueurs en font partie, mais c'est vrai que c'est quand même une performance, en Afrique de ce que fait le Cap-Vert. À signaler, effectivement, et une étoile qui pâlit du côté des Black Stars, à l'image de cette génération vieillissante des frères. Alors, il n'y avait pas Koudous qui était blessé pour cette rencontre, et ça, c'est quand même important, parce que c'est le joueur, peut-être, qui peut faire la différence offensivement. Mais c'est vrai que sinon, on l'avait dit, on ne voit pas les Ghanéens comme des favoris. Là, il y a un match très important à venir contre l'Égypte qui pourra peut-être déterminer de l'avenir du Ghana. Le Ghana qui avait déjà été éliminé dès le premier tour, donc ça serait encore une fois un échec, mais sur ce que j'ai vu et sur ce qu'on a vu de ces 90 minutes, c'est totalement logique de les voir perdre cette rencontre. Oui, en fait, on dirait que le match était juste l'occasion pour André Ayew de rentrer dans l'histoire, parce que finalement, lui-même, même sa rentrée sur le terrain, 8e CAN d'affilée, 8e CAN d'affilée, et sur le terrain, lui-même n'a rien apporté. C'était très pauvre. Voilà, c'est vrai que Koudous, c'est le seul qui apporte un peu d'étincelle. Et c'est un peu dommage pour une équipe comme celle-là qui a été longtemps qualifiée de Brésilien d'Afrique. Donc voilà, je veux dire que au revoir, j'espère. C'est pas encore fini. Non, c'est pas encore fini. Et les 4 meilleurs troisièmes seront qualifiés pour les 8e de finale. Ghana-Égypte, donc au menu jeudi de ce groupe B, il y aura également Mozambique, Guinée équatoriale. Qui aurait cru que que le Ghana-Égypte pourrait être aussi... Mozambique-Cap-Vert. Mozambique-Cap-Vert, qui aurait cru que le Cap-Vert serait en tête de ce groupe B à l'issue de cette première journée. Écoutez, c'est comme ça. En début d'après-midi, le Nigeria qui a été accroché donc, par la Guinée équatoriale. J'avais un petit peu anticipé sur les Équato-Guinéens partout. Ce sont même ces Équato-Guinéens qui avaient ouvert le score face aux Super Eagles avant que la star nigériane Osimhen, que tout le monde attend dans cette CAN, ne remette les deux équipes à égalité. Un Nigeria qui a eu les occasions pour l'emporter, mais qui a manqué de réalisme, de précision. Oui, le Nigeria a manqué de réalisme, mais là aussi, le nombre d'occasions est un peu trompeur parce que il y a eu 19 tirs pour le Nigeria. Oui, mais en fait,
ils n'avaient pas vraiment globalement une maîtrise du jeu. L'équipe équato-guinéenne, on est habitué à ça, ils restent, ils pourrissent un petit peu le jeu. Et puis effectivement, ils ont manqué pour le coup de réalisme. Osimhen aussi a raté. Il rate à la 77e un but quasiment face à face, qui normalement il ne doit pas rater. Il cadre même pas. Oui. C'est vrai qu'Ono fait quelques beaux arrêts, mais là il cadre même pas. Heureusement que d'ailleurs le Nigeria revient très vite dans la partie. Hein. C'est quasiment sur l'engagement après l'ouverture du score de la Guinée équatoriale que Osimhen réussit à égaliser. Heureusement, parce que sinon ça peut sentir vraiment le match qui sent le match piège, voire même pourquoi pas une défaite. Donc je trouve que le point est quand même largement mérité pour le Nigeria, mais il faudra montrer beaucoup mieux dans ce groupe, notamment face à la Côte d'Ivoire. Mais c'est un point qui quand même leur permet quand même d'entrevoir les huitièmes de finale. Il faudra voir ensuite ce qu'ils vont faire. Je pense que quand même qu'il y a la qualité dans cette équipe. J'ai vu plusieurs mouvements intéressants. Lookman a été intéressant, le joueur de l'Atalanta sur le côté gauche. Voilà, j'ai trouvé qu'il y avait quand même une domination du Nigeria. Alors certes, maintenant il n'y a plus de petites équipes, on le sait. La Guinée équatoriale, faut pas oublier, quart de finaliste de la dernière CAN. Ils se sont toujours qualifiés. En fait, ils ont surtout d'abord joué les CAN qui se jouaient chez eux. Donc effectivement, ils avaient la possibilité de sortir. Et ensuite, il y a 2 ans, ils sont arrivés jusqu'en quart de finale, toujours avec le même jeu. En sortant le Mali en huitième de finale. Oui, un jeu minimaliste en attendant. Mais le buteur, là, par exemple, puisqu'on parlait des joueurs tout à l'heure du Mozambique, le buteur de la Guinée équatoriale, il joue en Pologne. Je crois que c'est en 2e division polonaise. Bon joueur d'ailleurs, ce petit numéro 6 là, qui était très intéressant. Donc il y a des bons joueurs intéressants dans cette équipe aussi. Ouais, et donc, on va avoir de sacrées belles deuxième journée de groupe, puisqu'on aura ce Nigeria-Côte d'Ivoire ce jeudi. Et donc, pour les joueurs nigérians, de la lucidité à retrouver donc, devant... Un petit mot aussi sur la pelouse. On parlait aussi avec Hervé. C'est vrai que cette pelouse, c'était le stade du match d'ouverture. Il y a eu 2 matchs en moins de 24 heures. Et on la sentait, ça n'a pas aidé le Nigeria non plus. Hein. Oui, mais attention, parce que cette pelouse, en 3 jours, elle va abriter les 2 matchs. Les Nigeria... Là, il va y avoir aussi des matchs sur les mêmes pelouses, le même jour, enchaînés. Avec peu de repos, effectivement. Et c'était déjà une pelouse qui avait posé des problèmes avant le début de la compétition. C'est ce qu'on disait hier. Il y a toujours un risque pour le pays d'être envahi par la pression lors du match d'ouverture. Ça ne s'est pas du tout vu et ça ne s'est pas du tout vérifié hier pour la Côte d'Ivoire, qui a parfaitement lancé sa compétition. C'était face à la Guinée-Bissau avec une victoire 2-0. On va écouter l'analyse de la rencontre du sélectionneur français des Ivoiriens, Jean-Luc Gasset. On avait décidé de démarrer fort pour se mettre en confiance et amener le public avec nous. On a ouvert le score sur un très beau but de Seko. Et ensuite, on a fait des temps forts et des temps faibles. Et il nous reste beaucoup de travail dans les temps faibles. Voilà, on estime, c'est ce qu'estime Jean-Luc Gasset, c'est que son groupe, il peut encore mieux faire, exploiter davantage ses temps faibles. Oui, c'est sûr que déjà, d'avoir gagné ce match d'ouverture, c'est déjà une bonne chose. Et puis, ils ont eu la chance d'ouvrir rapidement la marque parce que ça leur a permis de se reposer. Mais c'est vrai que pour l'instant, on a quand même, les côtés n'ont pas été au maximum. On n'a pas beaucoup vu le capitaine qui a l'habitude de centrer. Donc, il y a beaucoup de choses, c'est encore perfectible, mais c'était qu'un premier match. C'était un premier match, mais contre une équipe de Guinée-Bissau qui, si elle avait été plus efficace, aurait pu vraiment gêner cette équipe ivoirienne. Moi, je comprends tout à fait Jean-Luc Gasset quand il dit qu'il y a des axes de progression qui sont évidents, notamment défensivement. Il y a eu des prises de risques sur des relances assez incroyables de la part de joueurs qui sont quand même techniquement au-dessus du lot. Donc, c'est peut-être dû à la pression, c'est vrai. Et c'est vrai que le fait de gagner ce premier match, ça va libérer certainement un petit peu les esprits. Mais il y a quand même aussi des progrès dans le jeu à faire. Cette équipe de Côte d'Ivoire, on le sait, elle est bourrée de talent. Il y a plein de choses, plein de bonnes qualités, plein de choses. Mais il faudra faire mieux, évidemment, pour aller plus loin. Là, c'est un premier tour. On sait à quel point c'est important de le passer sans encombre. Donc, on va difficile de tirer quand même un enseignement de cette rencontre, tant l'opposition. Déjà, on parlait d'Aller hier, qui n'était pas là. Crasso, moi, je l'ai trouvé plutôt bon. En première mi-temps, il a eu des occasions. Il aurait dû être meilleur, mais il a marqué un très joli but. Donc ça, c'est important quand même aussi pour lui et pour la confiance. J'ai trouvé que Bamba avait été très intéressant aussi. Fofana, buteur aussi, qui touche la barre transversale, très important.
Donc il y a quand même beaucoup de qualité, ça on le savait dans cette équipe de Côte d'Ivoire, ça s'est confirmé hier. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de qualité. C'est vrai que c'est difficile d'avoir une vraie opinion sur l'ensemble en raison de la structure de l'adversaire. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, Hervé, mais moi je trouvais que les joueurs étaient cuits très rapidement. Quoi. Ils étaient fatigués. On a vu Fofana à la fin du match. Oui, mais l'humidité, ça joue aussi humide, sur ses premiers matchs. Il fait chaud et humide, il faut se réhabituer. C'est vrai que c'est... Mais toutes les équipes sont fatiguées, parce que même le Ghana a terminé les CV, la plupart des joueurs, alors qu'il y avait des pauses fraîcheurs. Donc c'est vrai que c'est un vrai enjeu, comment ils vont tenir. Et bon, contre le Nigeria, ça va être... c'est un peu plus tôt dans la journée, donc bon, on va voir. Mais c'est vrai que c'est déjà beaucoup plus simple pour eux de jouer contre le Nigeria que de jouer contre la Guinée-Bissau, puisque a priori, c'est le Nigeria qui aura la pression. Allez, un œil au classement de ce groupe A, la Côte d'Ivoire qui est en tête donc devant le Nigeria, la Guinée équatoriale, la Guinée-Bissau dernière. Côte d'Ivoire-Nigeria, ce sera donc jeudi. 2 confrontations en Coupe d'Afrique des Nations entre ces deux nations. Une victoire de chaque côté. La dernière fois, c'était en 2013 et les Super Eagles avaient gagné et avaient même été titrés. C'était en Afrique du Sud. Le programme de lundi avec l'entrée en lice du Sénégal, les Lions de la Teranga qui entament la défense de leur couronne face à la Gambie. Match programmé à 15h de Paris, suivi à 18h par le Cameroun. N'essayez pas de le joindre, Hervé, il sera indisponible. Opposé à la Guinée, les Lions indomptables pour leur entrée en lice dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Et puis le match du soir qui opposera l'Algérie de Djamel Belmadi face à l'Angola. Je crois qu'on s'est tout dit. Peut-être que vous voulez dire un mot sur juste Sénégal-Gambie. C'est comme si on avait un match France Nouvelle-Gironde, Nouvelle-Aquitaine. C'est-à-dire c'est vraiment un pays dans le Sénégal. La Gambie qui a eu le plus grand mal à rejoindre, on le sait, avec des problèmes d'avion. La Côte d'Ivoire. Merci, messieurs. François, vous n'êtes pas là demain, mais Hervé, vous êtes bien là. On vous retrouve mardi, François. Et vous restez bien sûr avec nous sur France 24. L'info se poursuit toute la nuit.